Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Jean-François Lamour, député et président du groupe UMP au Conseil de Paris. Jean-François Lamour, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On a appris dans la journée que l'entrepreneur Charles Beigbeder était candidat à la présidence du comité d'organisation de la candidature Annecy pour les JO d'hiver de 2018. La présidence qui était vacante depuis la démission d'Edgar Gros-Piron. Alors pour vous, c'est le bon candidat, c'est un bon choix? C'est une bonne nouvelle, c'est un bon candidat. Chantal Joanneau avait un peu défini le profil. Je crois qu'elle avait rencontré l'ancien patron du Crédit Agricole, René Caron. On voyait qu'elle souhaitait effectivement un profil comme celui-là, un chef d'entreprise. Et Beigbeder est un jeune chef d'entreprise qui a envie d'en découdre, voilà, qui, on en est convaincu, a un réseau international. C'est ce qu'il faut aujourd'hui pour la candidature d'Annecy. Elle va pas bien, on va pas se dire autre chose. Parce qu'il faut rendre le dossier le 11. Oui, au-delà du dossier, qui est un dossier très technique, peu importe. Il y a une visite de la commission d'évaluation début février. Il faut faire bonne figure, démontrer qu'on a un vrai et beau dossier sur le terrain. Et puis ensuite, une échéance au mois de juillet à Durban, où il va falloir démontrer qu'on a été capable de renverser la vapeur en faisant un lobbying très fort, très puissant. Vous pensez que c'est encore possible aujourd'hui de renverser la vapeur? C'est très difficile, mais possible. C'est très difficile, mais possible. On reconnaît le sportif que vous avez été. Je vais vous donner, non, mais après, il ne faut pas aussi raconter n'importe quoi. Souvenez-vous, Londres pour 2012. Londres, au fond du trou, un an avant l'échéance de Singapour en juillet 2005, et il gagne surtout contre Paris. Donc tout est possible. Chantal Joanneau donc, a fait un bon travail finalement de prospective, de choisir un candidat. Alors, semble-t-il, on reproche que ce soit pas un sportif à nouveau. Edgar a vraiment tout donné, mais on a vu qu'il manquait malheureusement cette capacité à mobiliser en particulier des moyens supplémentaires. Beigbeder, je crois, sera en capacité de rassembler toutes les énergies possibles. Alors justement, sur le rassemblement, Jean-Jacques Kérane, le président de la région Rhône-Alpes, qui est également membre du conseil de surveillance d'Annecy 2018, s'est insurgé, lui, contre cette éventuelle nomination pour deux raisons. Un, il voulait aussi un sportif et surtout, visiblement, il regrette le manque de concertation. Oui, vous savez, dans l'urgence, où il y avait quand même urgence, peut-être aurait-il fallu le prévenir, c'est justifié comme remarque. Sur le sportif, je lui dis simplement que l'essai a été fait avec Edgar Gros-Piron, grand champion, homme de qualité. On a vu que c'était pas une solution suffisante, nécessaire mais pas suffisante. Et j'aimerais aussi que le président du Comité olympique français, qui avait beaucoup porté cette idée d'une présidence sportive, comprenne qu'aujourd'hui, maintenant, ce qu'il faut, c'est l'efficacité, le dynamisme, la cohésion, le rassemblement autour de la candidature d'Annecy. Donc, validons cette candidature. J'ai l'impression qu'elle fait quand même large consensus et maintenant au boulot. Vous, le poste, vous aviez été proposé ? Vous savez, c'est un poste qui nécessite un quasi 100% de son temps. Vous l'avez rappelé au travers de mes deux fonctions. J'ai déjà pas mal de boulot à Paris. Donc, évidemment, s'il le souhaite, et aussi pour Chantal Joanneau, je travaillerai, j'aiderai Guy Dru, Jean-Claude Killy et tous ceux et celles qui travaillent à la candidature. Mais j'ai déjà pas mal de travail sur Paris en tant que parlementaire et président du groupe UMP au Conseil de Paris. Justement, la transition toute trouvée, parfaite transition sur Paris. Les esprits se sont échauffés à fin du mois de décembre quand Chantal Joanneau a suggéré de faire un ticket pour, alors là, c'est plus Annecy 2018, mais c'est Paris 2014, faire un ticket avec François Fillon. Est-ce qu'aujourd'hui, les esprits se sont calmés? Oui. Vous avez rencontré les protagonistes, vous avez vu... J'ai vu Chantal Joanneau, en particulier d'ailleurs pour évoquer avec elle le sujet d'Annecy. Oui, les esprits sont maintenant calmés, il le fallait, c'est nécessaire. Nous avons une vraie chance de gagner en 2014. C'est loin, c'est trop loin 2014. Moi, je suis très heureux d'entendre Chantal Joanneau dire « je veux m'implanter à Paris ». Elle a par exemple parlé du 12e arrondissement. C'est un arrondissement que nous devons reconquérir pour gagner en 2014. Mais sincèrement, commencer à parler de tickets, on est aujourd'hui en 2014. Parler de François Fillon, je suis un de ceux qui souhaitent l'arrivée de François Fillon à Paris. Vous savez toujours qu'il nous a répondu « c'est pas le moment, je suis à Matignon, c'est mon objectif, il y a déjà suffisamment de travail dans la préparation à la fois des réformes et des grandes échéances. Nous verrons plus tard. » J'entends ce message. Donc parler de tickets, c'était effectivement un peu prématuré, mais encore une fois, je suis très content de voir Chantal Joanneau, qui était une ministre efficace, venir renforcer notre équipe à Paris.
Alors elle, ce qu'elle voudrait, c'est être candidate au sénatorial du mois de septembre. Elle a sa place, c'est déjà acquis. Il y a une commission d'investiture qui déterminera la meilleure liste. C'est l'UMP qui va en décider avec son nouveau secrétaire général, Jean-François Copé, avec aussi Gérard Larcher, le président de la République. Vous savez, j'ai rencontré récemment Gérard Larcher, il nous a bien dit que ça serait un combat rude. Il va tout faire, effectivement, pour que la présidence reste entre ses mains, et c'est très bien pour la haute chambre que le Sénat continue à fonctionner comme il fonctionne grâce à Gérard Larcher et donc une majorité présidentielle à la tête de ce Sénat, mais ça va jouer de quelques sièges. Donc attendons, voyons les arbitrages. Ce qui m'intéresse dans la parole et la proposition de Chantal Joanneau, c'est sa volonté de s'investir sur Paris, de renouveler finalement les équipes. Nous en avons besoin. On a des élus expérimentés, des gens qui connaissent bien le terrain, et puis une génération dont on a besoin également pour aller reconquérir Paris. Paris tenu aujourd'hui par un Bertrand Delanoë qui s'en fout complètement. Je vous dis les choses comme je le pense aujourd'hui. Il est aujourd'hui parti certainement à nouveau pour un destin national, pas celui de la présidentielle, mais on le voit bien aujourd'hui, les choses de Paris ne l'intéressent pas. Il a tenu ses vœux en milieu de semaine, où il a beaucoup parlé du logement, en critiquant un peu le gouvernement. Comme d'habitude. Tout le monde se renvoie la balle entre l'État et la ville. Pourquoi est-ce qu'il critique le logement? Il s'est fixé un objectif extrêmement ambitieux, trop ambitieux, de produire 6 000 logements par an, sociaux à Paris par an. Il ne peut pas tenir cet engagement. Donc, que dit-il? C'est de la faute de l'État. Or, l'État est au rendez-vous. Simplement, l'État émet quelques conditions. Par exemple, alors que M. Bertrand Delanoë va produire du logement en allant acheter dans le parc privé, donc en augmentant la spéculation à Paris, le gouvernement lui dit « Non, mais construisez des logements. » Oui, construisez. Et à ce moment-là, nous allons financer en particulier des logements qui sont destinés aux classes moyennes. Or, aujourd'hui, Bertrand Delanoë, qui s'était engagé à construire un tiers de ces logements, n'en fait à peine qu'un quart. Donc, vous voyez, beaucoup d'erreurs, une impasse de ce côté, et comme d'habitude, il fait porter son échec sur le gouvernement et l'État, mais c'est assez classique chez lui. Nadine Morano était à votre place hier, elle vous a posé une question, je vous propose de l'écouter. Nous sommes en début d'année, alors je te poserai plus une question sympathique qui concerne ta passion sur l'escrime. Je voulais juste savoir si tu t'étais entraîné à faire la botte de Nevers, parce que je crois que le combat sur Paris risque d'être difficile, donc c'était une image un peu symbolique. Voilà. Il faudra venir très sympa, à l'épée pour départager à Paris. Oui, d'ailleurs, mon arme était le sabre. Là, c'est la botte de Nevers, donc c'est-à-dire c'est terrible. C'était dans le bossu d'aller percer d'un coup d'épée. Donc cette fois-ci, entre les deux yeux, et de tuer donc son adversaire. On se souvient de Jean Marais à Auteuil, je crois aussi, surtout Jean Marais. Moi, j'ai ça en tête. Voilà. Alors c'était pas trop d'ailleurs un geste que moi je pratiquais au sabre, mais ça les épéistes, eux, savent le faire. En tout cas, non, je n'irai pas jusqu'à là à Paris, mais en tout cas le combat est rude, voilà, et on se prépare effectivement à ce combat, mais je crois qu'il est important aujourd'hui que Paris ait un autre projet, un projet qui soit à la fois un projet, j'allais dire, qui va dans les grandes tendances du moment, évidemment en matière d'environnement et en matière de développement durable, mais aussi en matière de développement économique. Aujourd'hui à Paris, le maire de Paris nous proposait 1 milliard d'investissements dans l'innovation, dans la recherche. Il n'y a rien de dépensé, rien d'investi dans ce domaine. Voilà quelques erreurs, on pourrait en citer d'autres. Si, un mot. On parlait des vœux de Delanoë. Il n'a pas cité une fois le Grand Paris, pas une fois lors de ses vœux, alors que c'est le projet phare porté par le président de la République, soutenu, j'entendais tout à l'heure Jean-Paul Huchon, soutenu maintenant, à partir du moment où il y a convergence par Jean-Paul Huchon, mais on voit bien que le maire de Paris est replié sur lui-même. Alors il a effectivement Paris Métropole, mais sur les grands projets, il souhaite surtout que Paris reste à l'intérieur de ses murs et de son périphérique. Nous voulons tout le contraire. À l'UMP, les premiers pas de Jean-François Copé n'ont pas l'air aussi simples peut-être qu'il l'espérait. Dominique Paillet, qui était son porte-parole jusqu'à hier soir, il était hier soir sur Europe 1, je vous propose de l'écouter. Je pense que je n'ai jamais eu, ça n'est pas un secret pour personne, toute la classe politique le sait, et les journalistes également, d'atome crochu avec Jean-François Copé. C'est une question de personnalité, mais c'est aussi une question de référence, de conviction. Est-ce que vous comprenez la décision de Jean-François Copé de se séparer de son porte-parole? C'est un changement d'équipe, il en existe comme souvent quand le secrétaire général change, et je ne doute pas que Dominique Paillet retrouvera d'autres fonctions. Et il a été avec
Lefebvre, deux porte-parole très présents durant l'ère de Xavier Bertrand. Donc c'est pas une chasse aux sorcières, c'est pas une manière de mettre. Je ne le pense pas. C'est des changements d'équipe comme il en existe à chaque fois qu'il y a un renouvellement. Par contre, sur les grands sujets, les grands débats qui nous attendent, en particulier portés par l'UMP, celui des 35 heures, qui a été lancé par Jean-François Copé, entre autres. Moi, je dis simplement les choses suivantes. Ne faisons pas les erreurs de la gauche en 97 qui avait fait une sorte de nombrilisme social. Nous allons imposer les 35 heures, quoi qu'il se passe ailleurs en Europe. Et François Fillon l'a très bien dit. Si nous devons évoluer pour les 35 heures, débattons-en, mais regardons surtout d'être toujours compétitifs par rapport à nos collègues, mais aussi concurrents européens. Et le président de la République a rajouté une chose qui va tout à fait dans ce sens-là, qui dit qu'il ne faut pas que le pouvoir d'achat des Français soit la variable d'ajustement. Et ça me paraît... C'est pas une manière de clore finalement ce débat, en tout cas, d'en restreindre très clairement le champ, et je crois que c'est très bien. Les Français viennent de vivre une réforme des retraites qui a été effectivement nécessaire mais traumatisante, remarquablement portée par François Fillon. On va parler de la dépendance, de la réforme fiscale, de l'application du budget 2011. Parlons effectivement de ce problème des 35 heures, mais veillons à ce que les Français n'aient pas le sentiment que ce soit eux qui aient à payer la note à la sortie. Jean-François Lamour, merci d'avoir répondu à nos questions. À lundi pour un nouveau talk.